Donc, je vais commencer. Alors, je vais vous faire un petit bilan des nouvelles cibles thérapeutiques en cours de développement dans la maladie à Cordet-Lévy. Je sais, il y a beaucoup d'attentes, mais aujourd'hui, je ne vais pas vous dire il y a un miracle et on a une nouvelle molécule, mais ça viendra progressivement. Ça, c'est un petit rappel que je fais tous les ans. C'est juste pour vous montrer comment évoluent les publications dans les 3 maladies neurodégénératives les plus fréquentes. Et vous voyez la maladie à Cordet-Lévy, si on se met sur une période de temps identique, c'est-à-dire j'ai pris arbitrairement 95, eh bien on voit que la maladie à Cordet-Lévy a significativement moins de publications que la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Mais si vous regardez le début, on a commencé à peu près 70 ans après les 2 autres maladies, donc c'est normal, mais ça progresse. Et là, vous voyez, pour les 3 maladies, il y a un petit déclin 2023-2024. Ça s'explique juste par le fait que pendant le confinement, les chercheurs étaient à la maison et ont plus publié. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a eu beaucoup de publications liées au Covid. Covid et maladies neurodégénératives, etc. Donc, ce n'est pas une vraie diminution par désintérêt, c'est juste contextuel. Donc, en termes de protocole que l'on a en France, j'ai commencé par la France et après je vous parlerai du monde. Donc, en cours, on a 10 protocoles qui sont en cours de recrutement et 2 qui vont débuter. Et là, j'ai mis 6 MCL parce qu'on a souvent des protocoles qui couvrent la MCL, mais d'autres maladies neurodégénératives. Et il y en a 6 qui sont spécifiquement dédiés à la maladie à Cordet-Lévy. Il y a 2 essais thérapeutiques en cours. Les 2 sont chez Frédéric à Strasbourg. Et sinon, les autres recherches, c'est sur le diagnostic, le pronostic et le mécanisme de la maladie. Juste pour mettre en perspective, parce que ça peut paraître peu, mais en fait, on est bien, je ne sais pas si on avance, mais en tout cas, on a plus de protocoles que les autres pays européens. Vous voyez, la Grande-Bretagne a 5 protocoles, l'Allemagne rien, la Hollande 1, et c'est un protocole industriel. Enfin, je ne vais pas tous vous les citer. Mais vous voyez que d'une part, ils en ont beaucoup moins que nous, et d'autre part, la majorité de leurs protocoles ne sont pas spécifiques à la maladie à Cordet-Lévy. J'ai tendance à penser qu'il y a un lien avec l'existence d'une association, puisque vous voyez en Belgique, qui est un tout petit pays, il y en a quand même 3, dont un qui est spécifique à la maladie à Cordet-Lévy, pareil pour la Grande-Bretagne. Donc je ne sais pas, je n'ai pas fait d'études de lien, mais j'ai tendance à penser ça. C'est pas pour flatter nos représentants de la 2MCL, mais je pense qu'il y a un vrai lien. Donc sur Strasbourg, les protocoles qui sont en cours, c'est la détection de l'alpha-synucléine dans le LCR par la RT-Quick. Et ça, je laisserai Isabelle vous parler de la RT-Quick bien mieux que moi. Une biobanque, alors ça ne vous parle pas, mais vous savez que réglementairement parlant, on est obligé de demander l'autorisation aux gens de stocker leurs échantillons biologiques et leurs échantillons tout court d'ailleurs. Et on est obligé de déclarer ces biobanques-là et ça fait partie des protocoles. Les protocoles, ce ne sont pas que des essais thérapeutiques. Et puis, la stimulation répétitive transcrânienne, qui est un essai thérapeutique, donc je vous parlerai un tout petit peu après. Et vous voyez la magnifique équipe de Strasbourg, en partie en tout cas. Donc, la stimulation transcrânienne répétitive, donc c'est une étude qui, pour l'instant, n'est faite qu'à Strasbourg, qui est randomisée avec un croisement, c'est-à-dire randomisée, en gros, c'est un tirage au sort où on a soit le traitement, soit le placebo, ou ce qui ressemble au traitement. Et crossover, ça veut dire qu'à un moment donné, on inverse, ce qui fait que la personne est son propre témoin. Pendant une période, elle est traitée. Pendant une période, elle n'est pas traitée. Donc, elle est ce qu'on dit son propre témoin et c'est en double aveugle. Il y aura 40 patients, c'est évaluer la faisabilité, parce que ce n'est pas toujours évident de venir plusieurs fois par semaine ou tous les jours pour les patients. Et puis, c'est une technique qui n'est pas invasive, qui n'est pas douloureuse, et il y a un repérage précis de l'endroit de la stimulation qui est au niveau du cortex insulaire, dont on a déjà parlé avec son implication dans la maladie à Cordet-Lévy. Et l'évaluation, l'effet thérapeutique espéré, c'est sur les fluctuations. Et vous verrez, il y a d'autres protocoles de stimulation qui évaluent aussi leur efficacité sur les stimulations. Alors, nous, à Paris, on n'a pas d'essai thérapeutique actuellement, mais on a plusieurs protocoles, dont certains sont spécifiques de la maladie à Cordet-Lévy. Donc, comme
à Strasbourg et comme dans toutes les villes de France, on a une biobanque. Et puis, on développe surtout beaucoup de biomarqueurs à la fois biologiques, rétiniens, actimétrie, EEG, TEP. Et c'est ce qui nous occupe beaucoup pour l'instant. C'est-à-dire, ça a été financé par l'association A2MCL en partenariat avec la fondation Spielberg, je pense que c'est comme ça qu'on le prononce. Et donc, l'idée, c'est de mettre au point une approche multimodale, parce que vous l'avez compris, c'est un diagnostic difficile, c'est un diagnostic qui est très variable d'un patient à l'autre, avec les fluctuations. L'ART Quick, vous le verrez, c'est super, mais ça ne donne pas tout. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir intégrer dans un algorithme d'intelligence artificielle toutes ces données, afin de faire à la fois de la classification diagnostique, de forme clinique de patients et de la classification pronostique. Donc vous voyez, je suis bien entourée. J'ai une équipe de jeunes qui ont chacun leurs compétences. Vous verrez, Agathe va parler aujourd'hui des biomarqueurs, mais on a de l'électrophysiologie, de la recherche fondamentale, etc. Alors, il y a d'autres protocoles en France, ne me demandez pas pourquoi, c'est la magie. Ici, il y en a un normalement que je n'ai jamais réussi à faire apparaître. Donc, c'est à Dijon et c'est une étude parce que vous savez, les patients, soit qui ont une maladie de Parkinson, soit qui ont une maladie à corps de Lévy, mais pas que. Les gens qui ont, on l'a vu avec le Covid, parfois une virose, perdent l'odorat. Et bien aussi, il y a une atteinte du goût. Donc, à Dijon, il y a une étude monocentrique qui étudie cette atteinte du goût dans la maladie à corps de Lévy. Ensuite, il y a le développement d'un nouveau test neuropsychologique, pas que dans la maladie à corps de Lévy, mais aussi dans la maladie à corps de Lévy. C'est à Paris, mais c'est pas chez moi, c'est chez Marc Verny à La Pitié. Et il y a l'étude de ce qu'on appelle les copathologies. Alors aujourd'hui, on commence vraiment à parler des copathologies, c'est-à-dire de l'existence de plusieurs maladies dans le cerveau. Donc ça fait toujours peur aux patients, aux conjoints, mais en fait c'est très fréquent. Et juste aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de mesurer toutes les copathologies du vivant du patient. Donc on en parle peu pour l'instant, mais vous verrez qu'avec l'avènement des biomarqueurs, on va pouvoir classifier les gens comme on le fait pour les cancers. On dira A+, T-, alpha-syne+, etc. Donc ça, c'est notre avenir. Peut-être pas demain, mais c'est notre avenir à moyen terme. Dans le monde, de la même façon que pour la France, il y a des protocoles qui ne concernent pas que la maladie à corps de Lévy. Donc vous voyez, il y a 209 études, c'est plus d'une vingtaine par rapport à l'année dernière. 88 en cours, 11 qui vont débuter, ça fait plus 3 par rapport à l'année dernière. Et il y a 16 essais thérapeutiques. Et honnêtement, c'est en très très grande majorité aux USA. Pourquoi? Pas parce que c'est Donald Trump, mais parce qu'il y a une super association très dynamique depuis des années et ça a vraiment motivé et ça a été très structurant. Il y a beaucoup aussi de protocoles sur le diagnostic, l'évolution. Il y a des protocoles sur l'étude de fin de vie, des facteurs de risque. Et il y a quelques autres pays qui participent, notamment dans les essais thérapeutiques industriels. Il y a la Hollande et la Grande-Bretagne. Alors juste, c'était un petit rappel pour vous dire comment se développe un médicament, parce que parfois on voit arriver des patients, pas que dans la maladie à corps de Lévy, mais aussi dans la maladie d'Alzheimer. J'ai entendu sur France Info ce matin qu'il y avait un nouveau traitement, sauf que ce nouveau traitement, il est chez la souris. Et chez la souris, c'est la phase préclinique. C'est-à-dire, on a identifié des potentiels, quand je dis on, c'est pas moi, ce sont les industriels, des potentielles molécules par informatique, on les modélise pour aller se mettre sur un récepteur. On fait des études chez l'animal, de dose, de toxicité, de tolérance, de pénétration dans les tissus, etc. On en sélectionne une ou deux et après, on passe en phase 1 chez les volontaires sains. Donc ce sont des volontaires, ce sont des centres spécifiques, ce sont des volontaires qui sont payés pour ça. On leur administre un médicament et on fait des mesures de dose et on regarde les effets sur l'organisme. Globalement, il n'y a pas de problème. En fait, il y a une fois tous les 10 ans, ça fait la une des journaux, il y a un problème dans un centre, mais partout dans le monde, il y a ce type de centre. Les phases 2, c'est un nombre de patients en petit nombre, c'est pour évaluer la sécurité, c'est-à-dire les effets secondaires, et définir la dose optimale. Ensuite, il y a ce qu'appellent les laboratoires pharmaceutiques le go-no-go. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on va plus loin parce que ça coûte des millions, voire des centaines de millions d'euros, ou est-ce qu'on arrête avec cette molécule? Et il y a enfin la phase qui va évaluer l'efficacité
et la tolérance. Et souvent, c'est un grand nombre de patients, c'est une durée assez longue dans les maladies neurodégénératives. Et tout ça, juste pour vous représenter le petit journaliste de France Info qui dit qu'il y a un nouveau traitement, eh bien, ça met à peu près 15 ans. Donc, quand on entend à la radio, dans les journaux, que ne vous inquiétez pas, ça arrive, puisque ça marche chez la souris, ben, c'est quand même pas demain. Donc voilà, il faut bien avoir ça en tête avant d'aller prendre des molécules. Par exemple, quand on dit un antidiabétique marche dans la maladie à corps de Lévy, si ça n'a pas été testé chez l'homme et si ça n'a pas montré son efficacité, il ne faut pas foncer tête baissée à prendre ce médicament. Donc là, je vais surtout parler des phases 2 et des phases 3 et surtout ceux qui sont avancés. Et la stimulation, vous verrez, il n'y a pas que la stimulation magnétique transcrânienne, on voit très bien que c'est un moyen thérapeutique qui avance. Donc, la glucocérébrosidase, c'est un petit peu mon dada, la glucocérébrosidase. C'est une enzyme qui va faire, là vous le voyez à droite, je vais vous le dire simplement, le fait que l'alpha-synucléine ne va pas s'agréger. Donc ça, on est dans la cellule, on est dans une partie cellulaire, et puis la glucocérébrosidase va faire son boulot, et puis l'alpha-synucléine va être désintégrée, ne va pas s'agréger. Et quand la glucocérébrosidase ne fait pas son boulot, eh bien l'alpha-synucléine s'agrège, et ça va donner, en partie, pas que, mais des corps de Lévy. Et donc nous, on a un protocole sur lequel travaille cette équipe, donc cette thésarde qui s'appelle Laurine, où on explore l'activité de la glucocérébrosidase chez les patients, on recherche des mutations chez ces patients et on voit dans leurs cellules sanguines ce que ça fait. Eh bien, il y a 2 essais thérapeutiques au monde et vous voyez, c'est la même molécule. C'est pour vous montrer un petit peu les approches très différentes et pourquoi c'est compliqué. Il y a un essai thérapeutique par l'ambroxol, qui est un essai industriel. Alors, l'ambroxol, c'est un médicament qui existe, qui est un mucolytique, qui est donné quand on a une toux ou un encombrement bronchique, à peu près à la même dose qu'elle est donnée là dans cet essai thérapeutique. Et donc l'idée, c'est que l'ambroxol augmente l'activité de la glucocérébrosidase et va aller lutter contre la formation de l'alpha-synucléine agrégée. Donc vous voyez cet essai thérapeutique, il va inclure 180 patients, c'est une phase 2, donc ce n'est pas vraiment pour évaluer l'efficacité avant une mise sur le marché, mais ils vont surtout voir les effets secondaires et un peu d'efficacité, mais ce n'est pas ce qui va leur permettre d'être validés dans la maladie. Ils vont regarder la cognition et les troubles neuropsychiatriques, c'est 3 gélules par jour, pour des patients qui souffrent de maladies à corps de Lévy débutantes, et vous voyez, c'est 18 mois, donc c'est relativement long, avec une extension en ouvert, c'est-à-dire après les 18 mois, pour tous les patients qui le souhaitent, ils pourront continuer et avoir le traitement. L'autre essai thérapeutique, même molécule, et vous voyez, ça n'a rien à voir, 15 patients par bras, donc beaucoup moins, plus de 10 fois moins. C'est aussi randomisé, donc tiré au sort en double aveugle, c'est-à-dire le patient et le clinicien ne savent pas ce qu'ils prennent. Eux, ils disent, nous, on regarde la tolérance, et on regarde si ça atteint la cible. En d'autres termes, on regarde si ça va passer dans le cerveau pour aller augmenter la glucocérébrosidase dans le cerveau. Pourquoi? Parce que si ça l'augmente dans le foie, dans la peau, dans les yeux, c'est bien, mais ça ne sera pas efficace dans la maladie neurodégénérative. Et ils vont traiter évidemment des patients qui souffrent de maladies à corps de Lévy. Et comme c'est une étude qui va regarder si ça atteint la cible, eh bien, il y a beaucoup d'explorations, il y a beaucoup de EEG, TEP, ponction lombaire, prise de sang, etc. Donc, vous voyez, avec une même molécule, à un stade différent, on a des protocoles complètement différents, avec des objectifs différents. Ça ne veut pas dire qu'ils arriveront à un moment donné différent sur le marché, ça veut dire que leurs données vont se compléter. Ensuite, celui qui est très avancé, pour lequel on aura les premiers résultats en décembre 2024, en tout cas c'est ce qui m'a été dit, donc moi j'attends décembre 2024, c'est le neflamapimod qui a une multitude de cibles en fait. On ne sait pas vraiment comment ça fonctionne, il y a sûrement une part de neuroinflammation, une part contre la mort des neurones, mais il y a tellement de voies d'action que c'est difficile de dire il y a une seule cible. Il ciblerait surtout les neurones de la voie cholinergique. Ça empêcherait les synapses, donc les connexions entre les neurones, de souffrir. Et il y avait une efficacité cognitive et motrice chez l'animal, mais comme je vous l'ai dit, ça marche quasiment toujours chez la souris.
Donc, il y a eu 2 essais de phase 2. Un premier essai qui a montré une efficacité, qui était là pour la tolérance et l'efficacité, qui était surtout aux USA avec 2 centres en Europe, qui a inclus un peu moins de 100 patients. Ils ont fait des biomarqueurs plasmatiques. Ils ont traité les gens pendant 16 semaines à raison de 3 ou 2 prises de traitement par jour en fonction du poids. Et ce sont des gélules de 40 mg. Donc ça, c'est juste pour vous montrer comment on fait. Les 91 patients sont tirés au sort. Certains vont vers le plat placebo, d'autres vont vers le bras traité. Et à l'époque, ils ne font plus dans la nouvelle étude. Ils donnaient des doses différentes en fonction du poids. Alors, qu'est-ce qu'ils ont montré dans cette phase 2? Ils ont montré des résultats très encourageants puisqu'il y avait un impact cognitif avec une différence significative entre le groupe qui était traité et le groupe qui n'était pas traité. Un impact moteur avec le fameux TUG dont on vient d'entendre parler, avec une différence significative aussi. Et puis, apparemment, les patients qui avaient une maladie à corps de Lévy sans amyloïde associé, pour mémoire, l'amyloïde, elle est associée dans 50 à 80% des cas, eh bien, répondaient mieux que ceux qui avaient une maladie à corps de Lévy associée avec de l'amyloïde. Donc, résultat très prometteur. On s'attendait à une phase 3, pas de phase 3. Et vous regardez, là, c'est EIP Pharma qui devient Servomed. Donc, ils ont fusionné et pour une raison que ni Frédéric ni moi n'avons compris, ils font une phase 2B, mais il doit y avoir une très bonne raison, je pense. Donc là, le dernier patient a été inclus en juin et le protocole a été fini en octobre. On aura les résultats en décembre. Vous voyez, là, il y a plus de centres, surtout aux USA encore, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne. Même profil, 16 semaines de traitement, 8 mois en ouvert, c'est-à-dire que les patients qui le souhaitent, ils peuvent continuer, ils peuvent prendre le traitement. Ils ont inclus que des patients qui avaient une maladie à corps de Lévy pure, sans amyloïde associé, et ils ont une évaluation à la fois cognitive, motrice et électroencéphalographique de l'efficacité. On attend donc les résultats impatiemment, on les fera parvenir à l'A2MCL qui vous les fera parvenir. Et puis, je crois, Frédéric, que tu as négocié avec Servomed pour avoir du neflamapimod et pour faire une étude en ouvert. Donc, il n'y a pas de tirage au sort et il n'y a pas de double aveugle, mais pour voir quel était l'impact du neflamapimod sur le fonctionnement cérébral, à la fois sur le plan cognitif, mais aussi en IRM fonctionnel. Donc, vous voyez, ça, c'est la molécule la plus avancée pour laquelle on aura les résultats en décembre. Donc, c'est beaucoup d'espoir. Alors, nous, on connaît bien ça dans la maladie d'Alzheimer. Il faut se préparer parce que des fois, les espoirs sont un peu déçus. Mais on croise les doigts et on espère que cette phase 2A va être confirmée et que son efficacité va être confirmée. Donc, je vous disais, il y a d'autres moyens de stimulation. Donc, il y a StimLevy qu'on a vu tout à l'heure à Strasbourg, mais il y a aussi d'autres façons de stimuler, soit avec des ultrasons, soit avec du courant de faible intensité sur différentes régions du cerveau. Et globalement, à chaque fois, ce sont des études monocentriques parce que ça nécessite plusieurs phases de stimulation par semaine. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de chemin parcouru, qu'il y a une vraie dynamique de recherche et qu'on commence à voir apparaître des essais thérapeutiques dans la maladie à corps de Lévy. La France en Europe est l'un des pays les plus dynamiques, mais je ne vais pas vous cacher que c'est pour des raisons réglementaires que les laboratoires ne viennent pas vers nous pour les essais thérapeutiques. On le voit aussi dans la maladie d'Alzheimer et dans la maladie de Parkinson. Donc, on est plutôt bien, mais pas suffisamment bien réglementairement parlant pour être attractif pour l'instant. Et il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, comme vous le savez, et notamment mieux diagnostiquer, mieux caractériser les patients. Et je vous remercie de votre attention. Alors, merci Claire pour cette présentation. On a un peu laissé filer le chrono parce qu'on sait que c'était un sujet très attendu. Est-ce qu'il y a quelques questions rapidement ou pas? Allez, une question. Voilà, moi je voudrais témoigner en tant que patiente qui reçoit la RTMS depuis 5 ans. Et donc ça a grandement... j'ai eu des progrès fabuleux depuis que je fais ça. Donc j'ai commencé à Strasbourg puisque j'étais hors protocole
et j'ai été la première patiente du professeur Blanc à qui il m'a proposé. Du coup, j'ai déménagé dans le Var et maintenant je continue à faire ça à la Timone avec le docteur Donné. Ça veut dire que c'est toutes les 3 semaines, il faut que j'aille à l'hôpital, mais ça vaut le coup parce que c'est pas invasif, c'est pas douloureux et les effets sont fabuleux. Voilà, c'est un témoignage que je voulais faire d'espoir aux gens que bon, il y a il y a de la recherche qui se fait. Merci beaucoup.